Bonjour à tous, hein. Merci beaucoup d'être là. Merci surtout beaucoup, vraiment infiniment, à Livia de nous avoir accueillis ici pour la journée nationale de biomécanique. Alors c'est une journée nationale, mais ça se déroule dans chaque pays du monde qui accueille des labos de biomécanique. Donc moi, comme l'a dit Livia, je suis Hélène Follet, je suis chercheure à l'INSERM depuis quelques années maintenant. Et je travaille sur différents modèles numériques. Alors, je me suis dit que... Ah, ça ne marche pas. Tic là. Ouais, avec les doigts, ça marche bien. Donc, je me suis dit que j'allais vous faire un petit résumé de mon parcours. Ce n'est pas juste pour dire qu'est-ce que je fais, mais comment est-ce qu'on arrive surtout à faire de la biomécanique? Parce qu'en général, quand on sort du bac, la biomécanique n'existe pas. Enfin, c'est un mot que vous n'entendez pas ou peu. Donc moi, j'ai fait un parcours de mécanique pure, mécanique, simulation numérique, modèle, à l'Université Normandie, donc tout là-haut. Et ensuite, après ce parcours avec les modèles numériques, beaucoup de théorie, je me suis un petit peu posé la question de qu'est-ce que j'allais faire de toutes ces études et de toutes ces connaissances. Et j'avais envie de l'appliquer un petit peu plus à l'humain. Et en particulier, moi j'étais super fan de la mécanique des fluides. Et j'ai pensé faire de la mécanique des fluides dans les écoulements sanguins. Je me suis dit, ah ouais, ça c'est super, ça va bien marcher. Du coup, j'ai trouvé le master de biomécanique à Paris. Et en fait, pour tout dire, au cours de ce master, j'ai eu droit à un examen où en mécaflux, je me suis plantée, mais mémorablement. Et ça a un petit peu changé mon objectif en me disant, bon, si la mécaflux, c'est pas finalement pour moi, je vais regarder ce que je peux faire ailleurs. Et j'ai regardé l'os. Et depuis, je travaille dans l'os et je suis dedans tout le temps. Donc j'ai fait une thèse à l'INSA de Lyon, thèse ministérielle, donc on est au sein de l'école doctorale MEGA, que vous connaissez sûrement. J'ai ensuite fait un postdoctorat aux États-Unis où j'ai étudié les microcracks, les microfissures dans les os, donc toujours avec l'aspect modèle numérique et puis qualité osseuse. Et quand je suis revenue en France, j'ai travaillé sur les maladies osseuses et plus particulièrement sur l'ostéoporose. Donc c'est l'unité INSERM dans laquelle je me trouve actuellement. Et voilà, j'ai eu le concours INSERM. C'est un parcours assez long, il faut le savoir, assez parsemé d'embûches, mais ça on pourra en discuter aussi pour ceux qui sont intéressés pour savoir comment ça se passe, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, donc l'os, pour vous faire juste un petit, vraiment très très léger rappel, l'os c'est un matériau multi-échelle, donc on peut le regarder au niveau macroscopique, mésoscopique ou microscopique. Là, ce qu'on va vous présenter, c'est plutôt tout ce qui se trouve au niveau macroscopique. Donc on a deux types d'os, de l'os cortical et de l'os trabéculaire aux extrémités des os longs. Et on peut étudier donc, à ces différentes échelles différentes pathologies osseuses. Et ce qu'on a en termes de pathologie osseuse, c'est ce qui va nous concerner aujourd'hui, c'est notre sujet d'étude, ce sont les métastases osseuses. Alors les métastases osseuses, qu'est-ce que c'est? Ça découle de tumeurs. Les tumeurs primaires, donc de sein, de poumon, vont aller dans la circulation sanguine et aller se fixer au niveau des os. Donc l'os, c'est le troisième site de métastases osseuses. Alors c'est très embêtant parce que ces métastases... Alors, il y a 0,02% des tumeurs primaires qui vont dans l'os, heureusement. Parce que les métastases osseuses, c'est vraiment un mauvais pronostic. Donc ce n'est pas très très bon pronostic sur la survie. Et ces métastases dans l'os sont vraiment très douloureuses. Et c'est problématique. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une question clinique d'un clinicien, puisque dans notre unité INSERM, on est associé aussi avec des cliniciens. Et donc, Cyril, clinicien, qui est venu nous voir en disant, voilà, on a ce patient qui est venu à l'hôpital,
il avait une légère douleur là, à ce niveau-là, sur le fémur droit. On voit, il y a une grosse patatoïde. Hein. C'est une métastase osseuse, hein, très, très douloureux. Donc il y a eu une concertation, une réunion de concertation. Alors, ça c'est la radio, et on ne voit pas très bien la différence, mais il y a la radio et le scanner. Et il y avait quelque chose un petit peu sur la gauche, là. Mais ça n'a pas trop inquiété les cliniciens. Ils se sont dit, bon, on fait une réunion de concertation entre grands spécialistes, on regarde ce qui se passe. Donc il y avait des rhumatos, orthopédistes, radiologues, oncologues. Et on va décider du traitement qu'on va appliquer à ce patient. Et donc ils ont décidé. On a dit, ben voilà, on va mettre un clou. Un clou donc sur le fémur pour renforcer la résistance de ce fémur. Et normalement, voilà, on peut commencer la chimio, on peut commencer les traitements, le rayonnement, etc. Sauf que, malheureusement, ce patient-là, un jour où il devait être transféré de son lit, donc 3 jours après, juste d'un transfert à un fauteuil roulant, et ben, vous voyez ici, il a entièrement pété le fémur gauche, là où il y avait la mini lésion qui en fait posait pas de problème aux cliniciens. Donc là, ça a été vraiment problématique parce que dans ce cas, c'est plus une chirurgie simple, hein. On passe d'un petit clou à une prothèse entière et c'est vraiment problématique pour le patient, pour le suivi. Donc ça a été le départ de ce projet, le projet Mécanos. Et pourquoi ça a été mal prédit? C'est parce que d'un point de vue clinique, on a deux scores cliniques qui permettent de savoir si un fémur ou une vertèbre va fracturer. Donc ça prend en compte la localisation de la tumeur, sa taille, et si c'est plutôt des lésions qui font des trous ou qui affolent l'os et qui font ce qu'on appelle des métastases condensantes. Donc le problème de ces scores, c'est que c'est un peu comme si on tirait à pile ou face. Une chance sur 2 que ça casse ou une chance sur 2 que ça ne casse pas. Donc ça génère des suropérations et des surchirurgies orthopédiques. On a le même type de score, mais sur la vertèbre, qui est le score de SINS, ou dans le cas de ce score, c'est plutôt les cas intermédiaires qui sont problématiques. Donc ici, dans les cas extrêmes, donc quand c'est sans risque ou à très fort risque, là, il n'y a pas de souci, les chirurgiens savent bien ce qu'il faut faire. Par contre, dans les cas intermédiaires, ben là, c'est problématique. Donc, c'est pour ça que l'idée est venue d'essayer d'établir des modèles personnalisés, donc à partir de l'imagerie de patients, l'imagerie clinique avec scanner, et de construire des modèles numériques, ici avec l'illustration sur une simulation numérique de fémur. Et pour cela, Marc et Valentin vont ensuite vous présenter les différents développements de ces modèles. Donc c'est un projet qui est vraiment une étude collaborative en symbiose avec les cliniciens et la partie recherche, les différents labos de recherche. Donc il y a des gens des HCL, le LIOS et le LBMC. Et ça fait intervenir les différents acteurs de ce projet, que ce soit sur la partie recherche ou sur la partie clinique. Donc il y a beaucoup de gens qui travaillent pour essayer de résoudre ces problématiques sur patients, des problématiques de fractures et de fémur. Et en parlant de fémur, je vais passer la parole à Marc. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Marc Garde-Garon, je suis thésard au LIOS et au LBMC. Et je travaille actuellement sur la prédiction de fractures sur fémur métastasé. Alors je vais vous présenter rapidement le contexte des métastases sur fémur, comment on les prédit habituellement en situation clinique, et qu'est-ce que nous, en tant que biomécaniciens, on peut apporter à cette prédiction de fracture. On va voir rapidement donc, comment on va créer un modèle, comment on va l'évaluer, comment on va l'utiliser, et évidemment comment on va étendre ce modèle au-delà des limites dans lesquelles on l'a créé. Et enfin, on va voir un cas clinique, un cas qui va servir à illustrer un peu tout ce que j'aurais présenté au cours de la présentation. Donc rapidement, le contexte des métastases osseuses, donc, comme l'a dit Hélène, une métastase, c'est une tumeur primaire qui va migrer, et une métastase osseuse, elle va migrer spécifiquement dans un site osseux.
Donc moi, vu que je travaille sur le fémur, je vais plutôt illustrer ça avec des fémurs. Quand on a une métastase au niveau de ce fémur-là, ça va avoir pour effet de réduire la résistance de ce fémur. On va avoir plus de chances de fracturer, ne serait-ce qu'au cours des activités quotidiennes, en marchant ou en se levant d'une chaise. Quand on a une métastase osseuse, en général, le clinicien va faire un scan CT et va identifier la métastase et voir à quel point ça a affecté le fémur. À la suite de ça, le clinicien va avoir plusieurs choix, soit de continuer la chimiothérapie et donc de continuer de ralentir la progression du cancer, soit d'effectuer une chirurgie, on dit prophylactique, une chirurgie qui va servir à prévenir une fracture qui pourrait survenir au cours des activités quotidiennes, pour éviter justement les aggravations qu'on pourrait avoir si la fracture survient tout simplement en faisant ses courses ou en marchant dans la rue tranquillement. Ce choix, le clinicien il le fait en fonction, comme l'a dit Hélène aussi, de scores cliniques et de son expérience. Les scores cliniques qui peuvent prendre en compte la taille de la tumeur, sa position, etc., tout un tas de paramètres, la douleur du patient. Le problème, c'est que ces scores cliniques ne sont pas très précis, on dit qu'ils ne sont pas très spécifiques, donc ce qui veut dire qu'on va avoir beaucoup de surestimation du risque de fracture et donc beaucoup de chirurgies qui auraient pu être évitées à la base. Au début des années 2000, donc, nous, les biomécaniciens, on a apporté quelque chose, on va dire, à toute cette analyse de la fracture, de la prédiction de fracture. Et notamment, on a apporté les éléments finis. Donc, les éléments finis qui sont des modèles numériques qui vont servir à modéliser un fémur ou un os, ou n'importe quoi, sous contrainte et voir comment il se comporte. Et donc, c'est ces modèles numériques-là que je vais essayer de vous expliquer un petit peu. On va commencer par la création des modèles numériques prédictifs. Alors, pour créer un modèle numérique prédictif, il va vous falloir des connaissances sur le comportement sous contrainte de votre os. Est-ce que votre os va se déformer linéairement en fonction des efforts qui lui sont appliqués? Est-ce qu'il va être non linéaire? Est-ce qu'il va avoir un comportement élastique, plastique, hyperélastique? Sachant que plus votre modèle, plus votre loi de comportement va être complexe, plus il va falloir inclure de paramètres. Et donc plus vous avez de chances d'inclure des imprécisions sur ces paramètres. Parmi ces paramètres-là, on peut retrouver donc le module élastique, la contrainte max, la limite d'élasticité, etc. Dans un second temps, il va vous falloir des échantillons pour tester les prédictions du modèle. Et enfin, il va vous falloir un setup expérimental qui est assez proche de la réalité, assez proche de ce qui se passe, et qui soit reproductible en numérique. Tout ça, ça va vous former votre modèle, et donc par définition, les limites de votre modèle. Si vous prenez des échantillons de vertèbres pour créer votre modèle, vous n'allez pas pouvoir utiliser votre modèle pour effectuer des prévisions sur un fémur. Si vous utilisez un setup expérimental qui va imiter la marche à pied, vous n'allez pas pouvoir prédire les efforts qui vont survenir au cours d'un mouvement de je m'assois sur une chaise, par exemple. Donc voilà, vous avez votre modèle, maintenant il va falloir l'évaluer. Alors vous allez prendre vos fémurs ex vivo, vos os en ex vivo, vos échantillons de manière générale. Vous allez les soumettre à votre expérimental, dans un premier temps, et en parallèle, vous allez aussi créer le modèle numérique équivalent de votre échantillon. Ça va vous donner respectivement les résultats expérimentaux, qui va nous servir de référence, c'est notre gold standard en quelque sorte, et les prédictions numériques. Quand vous allez comparer vos prédictions numériques aux résultats expérimentaux, on va obtenir la précision du modèle numérique. Donc voilà, vous avez évalué votre modèle numérique, vous êtes capable de fournir un résultat et de fournir aussi la précision du résultat en lui-même. À quel point vous êtes sûr du résultat. Donc vous allez pouvoir utiliser votre modèle dans la réalité. Alors, réalité entre guillemets, on va y revenir. Pour utiliser votre modèle, vous allez pouvoir prendre n'importe quel fémur ex vivo, modéliser ce fémur ex vivo en numérique, vous allez appliquer le modèle et vous allez pouvoir en sortir, dans ce cas spécifique, une estimation de l'effort à rupture. Mais évidemment, il ne faut pas oublier la précision qui va avec, qu'on vient de calculer précédemment.
Mais là, on peut voir qu'il y a un problème, c'est que nous, on n'a pas envie d'utiliser notre modèle sur des fémurs ex vivo. On voudrait, si possible, l'utiliser sur des fémurs qui sont encore dans le corps du patient, et si possible avec un patient vivant. Donc, on se pose la question de comment étendre les limites du modèle pour que le modèle soit applicable directement sur des fémurs in vivo. Pour ça, il va falloir se poser la question des différences entre la configuration expérimentale et la configuration réelle, entre la configuration qu'on a utilisée pour les fémurs ex vivo et la configuration qu'on va utiliser pour les fémurs in vivo. Donc, au niveau des différences, je ne parle pas réellement de la valeur des paramètres, mais je parle surtout de la manière qu'on a de mesurer ces paramètres. C'est-à-dire que pour la configuration ex vivo ou in vivo, pour l'orientation, par exemple, on va orienter exactement de la même manière, avec le même angle, que ce soit un os ex vivo qu'un os in vivo. Par contre, on va avoir une manière différente de mesurer cette orientation sur les deux configurations distinctes. Ça, c'est notre configuration idéale, c'est la configuration sur laquelle on se base pour faire notre setup expérimental et pour faire notre setup numérique aussi. Donc comme vous pouvez le voir, on oriente, on va se focaliser, il y a plusieurs paramètres, mais on va se focaliser surtout sur l'orientation, mais ce sera applicable pour tous les autres paramètres. On oriente notre fémur à 20 degrés à peu près. Donc ça, c'est 20 degrés dans l'idéal. Le problème, c'est que quand on va le positionner dans notre setup expérimental, on va le positionner évidemment à 20 degrés, mais à plus ou moins une certaine incertitude. Donc ça va être 20 degrés, plus ou moins 2-3 degrés. L'avantage qu'on a en ex vivo, c'est qu'on a pu faire un scanner laser du setup expérimental pour pouvoir avoir exactement la même configuration pour qu'on puisse coller le modèle numérique à cette configuration expérimentale. Autrement dit, si on a notre fémur qui est orienté à 21, 22 degrés, eh ben ça va être orienté exactement de la même façon pour notre configuration numérique. Et ça, c'est l'avantage de l'ex vivo. Mais quand on va passer à l'in vivo, évidemment, on ne va pas avoir de setup expérimental. Donc il va falloir trouver une autre façon d'orienter notre fémur. Donc, je ne vais pas aller dans les détails, mais en gros, on va l'orienter par rapport au scan CT qu'on a fait précédemment. C'est une des différences qu'on a entre notre setup ex vivo et notre setup in vivo. À partir de là, vous avez plusieurs résultats qui sont possibles. Soit la mesure de votre paramètre d'entrée, donc la mesure de l'orientation du fémur en in vivo, est autant ou plus précise que pour la mesure de l'orientation en ex vivo. Et dans ce cas-là, votre prédiction, ça sera exactement la même que celle qu'on a obtenue précédemment, à savoir le résultat, plus ou moins la précision du modèle ex vivo. Mais ce qui arrive le plus souvent, c'est qu'on a la mesure du paramètre d'entrée qui est moins précise, malheureusement, que lors de la mesure avec le fémur ex vivo. Et dans ce cas-là, eh bien, votre prédiction, ça va être le résultat à plus ou moins la précision que vous avez trouvée précédemment, auquel il va falloir ajouter l'imprécision, l'incertitude, liée donc à la différence de mesure entre le setup ex vivo et le setup in vivo. Vous allez rajouter une incertitude, de l'imprécision, au fur et à mesure des différences que vous avez entre vos différents setups. Donc pour illustrer tout ce que je viens de dire, pour donner un peu de score à tout ça, j'ai pris un cas clinique qu'on a eu relativement récemment. Donc, on a eu un patient qui avait une énorme métastase, comme vous pouvez le voir ici, sur le fémur droit, qui a complètement rongé la partie supérieure du col du fémur. On a fait tourner un de nos modèles sur ce fémur, et ça nous a donné une prédiction comme quoi le fémur était capable de supporter 10 fois le poids du corps du patient. Alors, sachant que dans les activités quotidiennes, on va rarement dépasser les 3,5 fois le poids du corps, on peut se dire directement que il n'y a pas de problème au final. Le fémur est capable de supporter toutes les activités qu'on va faire au quotidien. Donc si notre modèle est infiniment précis, on peut se dire qu'il n'y a aucun risque de fracture. Mais comme on l'a vu précédemment, un résultat, ça va toujours avec des précisions et une incertitude. Et si on rajoute la précision du modèle avec lequel on a effectué notre prédiction du risque de fracture, on tombe avec un risque de fracture de 2%. Bon, ça reste assez faible. Mais le problème, c'est qu'il faut aussi rajouter les incertitudes liées à la différence entre l'ex vivo et l'in vivo. Et quand on ajoute ces incertitudes,
on tombe à 19% de chance de risque de fracturer. 19%, c'est pas rien. Je ne mettrai pas ma main à couper pour 19%. Et donc, en conclusion, si je peux apporter quelque chose, s'il faut retenir quelque chose de cette présentation, c'est que nos résultats dépendent toujours de nos incertitudes. Si vous devez un jour avoir à présenter un résultat important, il faut toujours se poser la question de à quel point ce résultat est précis et à quel point les paramètres d'entrée que vous avez utilisés pour calculer ce résultat sont précis. Je vous remercie. Je vais laisser la parole à Valentin Allard, qui va vous présenter un peu plus en détail ce que c'est que ces modèles numériques. Merci. Donc moi je travaille sur la vertèbre, pareil dans un cadre de vertèbre métastasée. Je vais vous parler un peu plus du développement de modèles numériques, donc des modèles éléments finis. Et donc pareil que pour Marc, on est sur de la prédiction de chargement à rupture pour des os et moi en particulier des vertèbres. Du coup un petit peu de contexte sur les métastases osseuses. Donc on n'en a peut-être pas trop parlé, mais concrètement les métastases osseuses c'est des cancers secondaires donc qui vont en fait migrer d'une tumeur primaire au niveau d'un site osseux, et il y en a 3 types: lytique qui va détruire l'os, blastique qui va en créer, ou un mixte des deux. Et donc nous on s'intéresse évidemment un peu plus aux lytiques parce que c'est les cas qui sont plus critiques parce qu'elles vont détruire l'os et notamment l'affaiblir. Et d'ailleurs, sur la vertèbre, on en a plutôt sur la partie postérieure du corps vertébral, si vous regardez le petit schéma à droite. Et pour les cas de présence de métastases osseuses dans les vertèbres, on a des taux médians de survie qui peuvent être très faibles, de l'ordre de quelques mois. Et pour certains cancers, notamment pour cancer de la poitrine ou de la prostate, ça monte à... Enfin, il y a des incidences qui sont assez élevées. Et en fait, le problème, du coup, vous vous en doutez, et on en a parlé un peu tout à l'heure déjà, c'est que ça peut créer des fractures pathologiques dans 10 à 30% des cas. Et pour le cas de la vertèbre, on peut avoir des problèmes neurologiques, étant donné qu'on a la moelle épinière et que du coup, il peut y avoir des déficiences à ce niveau-là. Et donc concrètement, l'idée de ce qu'on fait, c'est qu'on essaye à partir de l'imagerie patient, de détecter un risque de fracture, donc que ce soit une basse densité ou de la tumeur, ou même de l'ostéoporose dans les cas de basse densité assez élevée. Excusez-moi, ça avance tout seul. Du coup, pour éviter la fracture et une chirurgie lourde. Et du coup, on développe un outil clinique prédictif qui nous permettra de mettre en place un traitement préventif, que ce soit oncologique ou chirurgical, mais certes plus léger que post-fracture. Et donc, dans l'existant, donc Hélène en a déjà un petit peu parlé, concrètement, en clinique, ils utilisent un score qui s'appelle le SINS, qui a une classification en fonction notamment de la position de la tumeur, si elle est positionnée à des endroits plus ou moins stratégiques et plus ou moins qui vont créer de l'instabilité au niveau de la vertèbre. Donc ce score qui est uniquement clinique, il marche très très bien pour des cas où en fait on est très stable, donc des scores bas, ou des cas où on est sûr que ça va casser, donc très haut. Par contre, au milieu, on ne sait pas. Et donc il nous manque un outil plus élaboré, sachant qu'en plus ce score, vous vous en doutez bien, finalement il est entièrement défini sur l'image de droite. C'est juste un score, c'est défini par des cliniciens, c'est très subjectif. Et en termes de reproductibilité, c'est pas très bien. Et ça a été montré dans des articles de la littérature. Donc, comme on en a parlé un petit peu tout à l'heure, notamment Marc, il y a des modèles numériques qui existent dans la littérature, des modèles éléments finis pour être un peu plus exact. Et donc, c'est ce sur quoi je base mon projet, en fait, les modèles éléments finis. Et donc, alors, peut-être que tout le monde ne l'a pas forcément compris, mais les modèles éléments finis, concrètement, en tout cas, là, vous avez une vue 2D, mais nous, on travaille sur de la 3D pour l'os. Ça consiste à découper votre volume en petits éléments pour qu'ensuite, on puisse faire une résolution qui soit déjà discrétisée. Donc, d'un point de vue calcul numérique, c'est plus simple. Et puis, ça nous permet aussi de discrétiser des équations qui pourraient être non linéaires. Donc là, vous avez une vue un peu plus simple de ce que ça peut rendre de discrétiser un volume et de l'affiner pour pouvoir faire notre résolution. Hop. Et donc, pour la vertèbre, ou en tout cas juste pour le corps vertébral,
que ce soit avec ou sans tumeur. Il y a notamment ces modèles-là que vous voyez ici. Donc vous pouvez avoir un petit peu, j'espère que vous voyez un peu bien, la forme que ça peut prendre un modèle élément fini de corps vertébral. Et concrètement, il y en a énormément. Et alors, ça ne parle peut-être pas à tout le monde sur le tableau, mais concrètement, sur la manière de le faire, que ce soit en termes de maillage, donc quel type d'éléments on va utiliser ou quel type de loi mécanique on va introduire dans notre modèle, bah, c'est un peu chacun sa recette et il y en a pas, il y en a beaucoup de différents. Et du coup, bah, le gros problème initial, c'était de dire sur quel modèle on va partir. On ne va pas pouvoir forcément tous les tester, sachant qu'ils ne sont pas tous forcément très bien développés dans la littérature. Donc l'idée, c'était de faire des choix et de développer notre modèle qui va du coup avoir son type de maillage, son type de propriété mécanique et son type de critères de fracture pour arriver en fait, à détecter cette fracture osseuse. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a une grande diversité. Il y a tellement de diversité que finalement, il n'y a pas de standardisation. L'idée, à terme, et vous l'avez vu avec le travail de mon collègue Marc, c'est quand même un usage clinique. Donc il faut quand même qu'il y ait une certaine standardisation et qu'on puisse se comparer les modèles. Pareil, pas de comparaison sur des mêmes jeux de données. Et ce qui est aussi énormément critique, et ce qui était un problème pour le score qui est déjà utilisé en clinique, c'est en fait l'évaluation de l'opérateur. Parce qu'au final, ça va dépendre de qui va l'utiliser. Et cette influence-là, il faut pouvoir la mesurer. Donc c'était un peu les grandes choses qu'on a tirées de la littérature pour mon projet et pour voir un peu ce qu'on pouvait apporter. Du coup, à partir de ça, on a défini des objectifs pour mon projet, qui étaient du coup de définir d'abord, de créer un modèle élément fini, qui serait patient spécifique du coup. Donc ça, c'est un type particulier de modèle, qui va prendre la densité du scan et la géométrie également, qui soit validé par des expériences, donc ex vivo, et qui soit comparé à la littérature, donc avec notamment des collaborations que j'ai pu faire avec d'autres laboratoires pour comparer nos modèles. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'influence de l'opérateur. Étant donné qu'on est sur la vertèbre métastatique, essayez de voir aussi ce que ça peut faire tel type de tumeur, tel type de défaut sur une vertèbre. Et enfin, ce qui arrivera bientôt, une application clinique pour mon projet. Donc dans le cadre de la cohorte Mécanos dont Hélène a parlé tout à l'heure. Et je vais très brièvement vous présenter ça, mais concrètement, il y a eu différentes expérimentations que j'ai pu utiliser pour mon projet. L'idée, c'est que, on s'en doute, quand on essaie de développer un modèle, on va essayer d'aller vers une complexité de plus en plus élevée, mais on va quand même partir d'un modèle simple. Donc avant même de commencer à faire du modèle avec tumeur, on va commencer déjà par faire un modèle simple de vertèbre sans souci, si on peut le dire. Donc on a commencé par de la vertèbre sans tumeur, ensuite on a fait une vertèbre avec défaut qu'on a créé, où on a créé un défaut bien particulier qui n'était pas étudié dans la littérature, qui était uniquement sur la partie trabéculaire pour voir si on pouvait créer une instabilité comme ça, et pas du tout corticale. Et enfin sur des vertèbres métastasées, donc avec des véritables métastases osseuses, qui est dans le cadre d'une collaboration avec la Suisse. Maintenant donc, sur le développement du modèle numérique. Donc, évidemment, ça suit exactement les expériences qu'on a pu faire. Donc, première étape, la vertèbre sans tumeur. Ensuite, une vertèbre avec tumeur, que ce soit un défaut qui est créé, soit les véritables métastases. Et enfin, l'application au cas clinique. Pour être un peu plus précis sur la méthodologie de la création de ce modèle, concrètement, qu'est-ce qu'on va faire pour créer ce modèle. L'idée, du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on part de l'imagerie patient, ce que vous pouvez voir tout à gauche.
dans laquelle, si vous arrivez, j'espère, à voir, en fait, on vient sélectionner en vert, si vous voyez bien, l'os. Donc ça peut être une sélection manuelle, mais il peut y avoir des algorithmes aussi qui peuvent être utilisés pour faciliter un peu ça. Une fois qu'on a sélectionné notre os, on va pouvoir le mailler, donc ce qu'on fait le maillage, le mesh. Donc là, on va faire un choix des propriétés géométriques de notre maillage. Et donc là, dans le cadre de mon projet, nous, on utilise des tétraèdres quadratiques, pour être exact. Concrètement, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des petites pyramides. Et une fois qu'on a créé notre maillage à partir du scan, on fait ce qu'on appelle l'attribution des propriétés mécaniques. L'idée, c'est qu'on vient remettre notre maillage dans notre scan et qu'en fait, au niveau de chacun des éléments du maillage, on va faire une moyenne de la densité au niveau de cet élément-là. Et du coup, on va attribuer une densité à chacun des éléments. Et l'idée et l'hypothèse forte en fait, de tous ces modèles-là, c'est qu'on va considérer que la densité sera suffisante pour déterminer les propriétés mécaniques de notre modèle. Et donc après ce modèle-là, on va lui donner des propriétés mécaniques. Marc en a un petit peu parlé tout à l'heure sur le comportement. Il va y avoir notamment le module de Young, ça peut être la limite élastique, ça peut être un module plastique. Voilà, c'est le genre de propriétés qu'on va pouvoir attribuer à notre modèle. Et une fois qu'on a donné toutes ces propriétés-là, on va pouvoir aussi donner un critère de fracture, apporter nos conditions limites à notre modèle et simuler tout ça dans un logiciel élément fini pour arriver à notre fracture. Voilà. Un autre petit point, ce que vous voyez en orange, jaune orangé, c'est les étapes qui peuvent être dépendantes de l'opérateur. Donc la segmentation qui est faite à la main et aussi la sélection des conditions limites. Donc notamment pour la vertèbre, en fait, ça va être la sélection des plateaux vertébraux. L'une des premières études que j'ai pu faire, c'était déjà pour décider en fait, le type de maillage que je voulais utiliser. Là, vous voyez un peu plus le tétraèdre quadratique, à quoi ça ressemble. Je ne rentre pas forcément dans le détail, mais concrètement, l'étude a permis de montrer que c'était mieux d'utiliser un tétraèdre quadratique comparé à du voxel et d'utiliser un modèle qui était non linéaire, élastoplastique, exactement linéaire, élastique, élastoplastique parfait. Pour le modèle qui avait de meilleurs résultats, une meilleure précision, une meilleure exactitude. Une autre étude que j'ai pu faire dans le cadre du développement du modèle, c'était finalement le choix de la propriété mécanique, notamment ce qui va permettre de convertir notre densité en propriété mécanique. Donc, quelle loi utiliser? Vous avez un petit peu un panel des lois qu'on a pu tester et voir où se situent nos points par rapport à la littérature. Et pareil, je ne vais pas forcément dans le détail, mais concrètement, on a pu choisir une loi qui est assez utilisée dans la littérature, qui est la loi de Copperdale et collègues de 2002. D'autres résultats. Donc du coup, on a développé ce modèle-là, on a fait le choix du maillage, on a fait le choix de des propriétés mécaniques et notamment de la loi de conversion. Concrètement, notre modèle maintenant, comparé à la littérature, on a des résultats qui sont proches. D'un point de vue exactitude et précision, on est également proche de la littérature. Donc c'est cool, on a avancé, on a fait notre première étape qui était d'avoir un modèle qui fonctionne bien pour ça. Maintenant, il fallait aussi regarder l'influence opérateur, ce qu'on a fait très récemment. Et on a montré que quand un opérateur refaisait la même étape, ce qu'on appelle l'influence intra-opérateur, donc je le fais un jour A et ensuite je le fais un jour B, est-ce qu'il y a des grosses différences entre les deux? Il s'avère que non, il y a une différence qui est assez faible, en tout cas pas significative. Ensuite, entre deux opérateurs qui sont considérés comme expérimentés, donc qui ont un petit peu d'expérience, l'influence était également faible. Par contre, entre un opérateur expérimenté et quelqu'un qui vient juste de commencer à faire de la sélection de l'os sur un scan, là, on avait des différences qui étaient assez significatives. Donc là, ça montre qu'il faut un entraînement pour l'utilisation de ces modèles-là. Donc tout ça, ça concernait uniquement de la vertèbre sans métastase. C'était uniquement pour le développement du modèle. Maintenant, alors c'est très dense comme slide, mais concrètement, c'est l'application de ce modèle-là pour des vertèbres avec des véritables métastases osseuses, et où en fait on a comparé notre modèle à un modèle suisse, donc dans le cadre d'une collaboration.
Et concrètement, en comparant les modèles, on arrive à des résultats qui sont assez proches, notamment en termes d'exactitude et de précision. On a des résultats qui sont proches. Et un autre point est qu'en regardant les différents types de tumeurs, celles dont je vous ai parlé au début, que ce soit lytique, blastique ou mixte, on va avoir une influence de la résistance de l'os en fonction du type de tumeur. Et on se rend bien compte que dans le cadre de tumeurs lytiques, donc celles qui vont détruire de l'os, on a les chargements à rupture les plus bas. Voilà. Et donc pour vous donner un petit peu des perspectives sur ce qui va se passer dans la suite de mon projet, donc on a fait la partie développement du modèle sur de la vertèbre sans tumeur. Sur de la vertèbre avec tumeur, on a pu travailler sur notamment des vertèbres avec métastase et sur, je ne vous ai pas forcément présenté les résultats, mais sur de la vertèbre avec un défaut qui a été créé. Et les prochaines étapes, ça va être l'application clinique. Voilà. Je vous remercie de nous avoir écoutés et si vous avez des questions, on sera ravis d'y répondre. Oui, c'était par rapport en fait à l'opérateur dépendance. Tu parles d'influence au niveau de la segmentation, c'était quelle étape? Segmentation et conditions limites. Ouais. Je vois au niveau expérimental, mais je vois pas trop au niveau simulation pourquoi il y a de la dépendance au niveau de l'opérateur, parce que c'est des points que tu choisis et après. Parce qu'en fait, la sélection de l'os sur le scan, finalement, on n'a pas de guidelines ou de guides bien spécifiques sur comment ça va être fait. Donc on va pouvoir bien voir l'enveloppe extérieure de la vertèbre, mais déjà en fonction des paramètres de visualisation, qui est du plus ou moins de contraste ou de luminosité, entre une personne A et une personne B, on ne va pas forcément voir les mêmes choses. Et du coup, ça peut jouer un petit peu sur les bordures de notre modèle en termes de sélection. Et du coup, ça peut avoir une influence. Et donc, du coup, tu es parti sur les mêmes images données par la littérature et tu es parti sur, au niveau de l'analyse Alors nous, c'est nos propres scans qui sont en fait tirés. En fait, on a pris des vertèbres qu'on avait au sein du laboratoire, on les a scannés et une fois qu'on les avait scannés, on a fait nos expériences dessus. Et c'est à partir de ces scans qu'on a créé notre modèle pour reproduire l'expérience. Du coup, il y a ça aussi. Alors ça, oui, c'est pas quelque chose dont j'ai parlé, mais en effet, il y a aussi une influence de l'expérimental. Ok. Et au niveau conditions limites, du coup, c'est le choix des points pour mettre en place les conditions limites Alors pour les conditions limites, en fait, c'est vraiment juste la sélection. Pareil, étant donné que c'est une sélection qui est manuelle. Enfin, disons, au début de mon projet, c'était une sélection qui était manuelle. Maintenant, j'ai fait quelque chose qui rend ça automatique. Mais selon les modèles, il y a quand même une sélection manuelle pour la sélection des plateaux vertébraux, parce qu'il faut les sélectionner à la main et que c'est pas automatique. D'accord. Et donc quand tu dis novice, c'est quelqu'un qui ne connaît pas l'anatomie de... Notamment, oui. Ok. Merci.